Est-ce que vous connaissez Nasreddin Hoxha? Non? Bah tant mieux, comme ça je vais pouvoir vous le présenter. Nasreddin, c'est un personnage issu de la culture musulmane au Moyen-Orient. On l'appelle aussi Nasreddin Hoxha. Il est le héros de pas moins de 200 histoires courtes qui sont extrêmement célèbres là-bas. La principale caractéristique de ce personnage, c'est... en fait, il est un peu comme Socrate. Pas au niveau de la maïotique et de la philosophie, mais plus au sens de, comme Socrate, les réponses et les réactions de Nasreddin ne sont jamais celles auxquelles on s'attend. Et c'est génial. J'ai présenté Nasreddin comme étant un personnage. Mais en fait, on ne sait pas vraiment s'il est fictif ou s'il est réel. C'est normal parce que s'il est réel, il aurait vécu entre 1208 et 1284. C'est-à-dire il y a fort longtemps. Et ces contes, je pense que vous vous en doutez, c'est des contes qui se transmettaient à l'oral. On a très peu de traces écrites et c'est pour ça que c'est très compliqué de démêler le vrai du faux. Est-ce que Nasreddin a vraiment existé? Et si c'est le cas, mais c'est tellement bien, tellement il est stylé. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous lire des histoires. Il est génial, ce mec, il est génial. Mais le fait que ces histoires se transmettent à l'oral, c'est aussi une super qualité parce que c'est pour ça qu'il traverse les frontières. Alors c'est un fait certain que les histoires de Nasreddin se passent en Turquie et majoritairement au village d'Aksehir. Pardon pour la prononciation, je suis désolé, je vous l'écris ici. Mais très vite, la notoriété de Nasreddin, elle dépasse les frontières de la Turquie. Il va partout au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en Afghanistan, il va partout, en Perse, en Iran, en Irak. Il est connu partout. Et ces histoires, mais c'est des histoires qui sont devenues intemporelles. Et vous allez voir, on retrouve certaines de ces histoires dans nos blagues de Toto, en fait. En vrai, ces histoires-là, elles se baladent surtout avec le bouche à oreille, évidemment. Et c'est d'autant plus à cause de ça qu'on ne sait pas vraiment s'il existait ou non. Parce que on a retrouvé des histoires de Nasreddin en Irak. Donc des gens se disent: ah, mais Nasreddin a dû être en Irak à un moment de sa vie. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il est allé là-bas. Ou peut-être que juste ces histoires ont été colportées jusqu'en Irak. On ne sait pas. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui donne un peu de mythe à Nasreddin. Parce que là-bas, c'est un mythe. Attention. Et puis quand l'écriture s'est un peu démocratisée, il y a énormément d'écrivains là-bas qui ont rassemblé toutes les histoires de Nasreddin en recueil pour les garder. Aussi des écrivains français. À la manière en fait de Perrault ou des frères Grimm en Europe. On consigne tous les contes traditionnels pour les garder. Et c'est trop bien. Parce que ça nous permet aujourd'hui de les lire. Et ce serait con de ne pas pouvoir le faire. Alors, qui est ce drôle d'oiseau qui est Nasreddin? Parce que j'ai juste dit qu'il ressemblait vite fait à Socrate dans le fait que ses réponses étaient inattendues. Mais ça ne nous dit pas qui était le bonhomme. Il est souvent représenté comme une sorte de vieillard, très pauvre, très pauvre. Il vit généralement pas vraiment dans l'opulence. Toujours accompagné de son âne. Son âne, c'est... Il y a énormément d'histoires qui concernent son âne. C'est ouais, son animal de compagnie, sa monture. Il faut savoir que l'âne, c'est considéré comme un animal de la pauvreté également. Parce qu'il est associé au travail dans les champs, au trait. Voilà, quand t'es roi, tu n'as pas d'âne. En tout cas, tu n'as pas d'âne domestique à toi. Nasreddin, c'est pas non plus un ermite. On pourrait penser, on imagine bien le petit vieux sur sa montagne avec son âne. Mais non, non, non. Nasreddin a une femme. Il y a même des histoires où il en a deux. Et il a aussi un fils. C'est pour ça que dans plusieurs histoires, on peut voir l'apparition de sa femme, ou de son fils, ou des fois de son cousin, ou de son oncle, ou de son neveu. Ça arrive. D'ailleurs, je vous raconterai une histoire à la fin qui met en scène son fils. Tous les contes de Nasreddin ont un peu le même schéma. Déjà, on a une situation de base, ça peut être une petite aventure de Nasreddin, ou majoritairement un dialogue, que ce soit une confrontation, Eh Nasreddin, il paraît que... truc comme ça, ou alors une discussion purement théorique, et là on se rapproche d'autant plus de Socrate. Genre, Nasreddin, que penses-tu de... Pourquoi le ciel est bleu ou des conneries comme ça. Donc vous avez compris, le contexte finalement, il varie énormément en fonction des histoires. Mais là où ça varie jamais, c'est au niveau de la chute. La chute, c'est très simple, c'est toujours une réponse de Nasreddin. Ça se clôt toujours sur un dialogue de Nasreddin qui est tellement inattendu, des fois tellement absurde, mais toujours avec un raisonnement qu'on peut comprendre. En guise de résolution, Nasreddin t'annonce la réponse, t'annonce sa réaction, et à chaque fois tu tombes des nues. Ouais, autant le lecteur que l'interlocuteur, t'es toujours en mode ok, oui, oui, c'est vrai. Alors les réponses de Nasreddin, moi je les appelle des punchlines, mais elles sont souvent caractérisées de flèches. C'est un peu plus stylé que punchline, mais c'est des punchlines, on va pas. Alors pourquoi on les appelle des flèches? C'est très simple, parce que comme les flèches, elles sont tranchantes et elles vont droit au but. Et je pense que c'est le moment de vous donner un exemple. Nasreddin est invité à déjeuner à la table du sultan.
À la fin du repas, tandis qu'il continue consciencieusement de s'empiffrer, un serviteur installe une cible et apporte au sultan un arc et 4 flèches. Le sultan se saisit de l'arc, vise soigneusement et plante sa flèche en plein dans le cœur de la cible. Ainsi tire le sultan. Le grand vizir se saisit alors de l'arc, vise soigneusement à son tour et plante lui aussi sa flèche en plein cœur de la cible. Ainsi tire le grand vizir. Le général se saisit enfin de l'arc, vise soigneusement lui aussi et plante là encore sa flèche en plein cœur de la cible. Ainsi tire le général. Nasreddin de la sauce plein les doigts, sent des regards insistants peser sur lui. Alors, avec un soupir, il s'essuie les mains, prend l'arc, tire sans viser et plante sa flèche dans un arbre alentour. Sous les regards médusés de l'assistance, il se lève et dessine à la craie une cible autour de sa flèche. C'est ainsi que tire Nasreddin. Il reste du poulet? Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est littéralement une blague de Toto ce truc-là. Les contes de Nasreddin sont bourrés d'humour. C'est des blagues carambars les trucs. Et c'est normal, c'est parce que comme les blagues carambars, comme les blagues de Toto, les contes de Nasreddin c'est une situation et une chute imprévisible et qui des fois dérape même dans l'absurde. C'est la même chose, c'est des histoires drôles. Non, vraiment, c'est un bon exercice littéraire. Faut pas sous-estimer les blagues. Bon, là, on a vu la version où Nasreddin fait rire. En fait, il fait rire tout le temps, hein, mais il y a des fois aussi où il est malin. Les contes de Nasreddin, c'est pas juste des histoires drôles, c'est des contes à vertu morale, comme la plupart des contes. On peut facilement discerner un dicton ou un proverbe. D'ailleurs, il y a quelques recueils qui mettent un petit dicton ou un petit proverbe à la fin. Nasreddin prend tranquillement le soleil sur le pas de sa porte, lorsqu'un homme lui tend une lettre. « Tiens, lis-moi ça, le sage. »« Ah, je suis désolé, cette lettre est en farsi, et je ne sais pas lire le farsi. »« Comment? Pourtant tu portes un turban perse, donc tu dois savoir lire cette langue. » Avec un soupir, Nasreddin retire son turban et le place sur la tête de l'homme qui prend une mine ahurie. « Maintenant que tu as, toi aussi, un turban perse, tu n'as qu'à lire cette lettre toi-même. » C'est aussi pour ça que Nasreddin est extrêmement populaire. C'est parce que sa ruse et sa répartie, c'est savoureux et en même temps, ça en fait un bon exemple, vous voyez, ça en fait une sorte de modèle. Et puis surtout, généralement, sa ruse et sa répartie, ça se fait à l'encontre des grandes figures d'autorité comme le sultan, le vizir, les grands riches. C'est d'autant plus pour ça que le peuple est du côté de Nasreddin. Je pense que vous avez une bonne idée maintenant de ce à quoi ressemble un conte de Nasreddin. C'est hyper savoureux, et même si c'est un peu spirituel, ça demande de la réflexion, c'est vraiment accessible à tout le monde. Un enfant de 7 ans peut très bien comprendre Nasreddin. Peut-être pas toutes les histoires, mais la plupart. D'ailleurs, j'ai découvert Nasreddin à 7 ans. C'est le maître à l'école qui nous les lisait. On est en mode « Ah, c'est trop bien !» Voilà, je perpétue la tradition. En plus, comme les histoires de Nasreddin sont parfois hyper courtes, des fois ça tient vraiment en 4 lignes, c'est amusant parce que c'est comme les aphorismes ou les petits poèmes, c'est vous achetez le recueil, je vous incite pas à l'acheter, hein, mais vous avez le recueil, vous pouvez picorer par-ci par-là des petites histoires dans le bus ou avant de partir au travail ou avant de dormir, des petits trucs comme ça qui sont simples à comprendre et en même temps qui demandent un petit effort et qui sont drôles et en même temps qui sont rusés, des petits trucs qui sont hyper savoureux. Je vais arrêter de faire mon fanboy, enfin, je fais mon fanboy dans toutes les vidéos, mais voilà, c'est un bonheur à découvrir, je vous laisse le faire. Je vous quitte en vous lisant cette dernière histoire qui est ma préférée et qui est sûrement l'une des plus célèbres. Nasreddin trouve son fils fort affligé. Que t'arrive-t-il? Les autres se moquent de mon gros nez, je n'ose plus sortir. Les autres? Ah, mon pauvre fils, demain nous irons au marché, et tu verras bien. Et le lendemain, ils vont tous les deux au marché avec leur âne. Nasreddin juchait sur son âne, son fils à pied. Et les gens de dire « Regardez ce vieil égoïste, toujours sur son âne, et son pauvre fils qui marche à pied. » Nasreddin à son fils « As-tu entendu ?»« Oui, père. »« Demain, nous reviendrons. » Le lendemain, il retourne au marché, mais cette fois, c'est le fils qui est sur l'âne. « Voyez cela, les jeunes se prélassent tandis que les vieux se fatiguent. »« As-tu entendu, mon fils ? Demain, nous reviendrons. » Le lendemain, Nasreddin et son fils marchent à côté de l'âne. « Quels idiots! Ils ont un âne et n'en profitent pas. »« As-tu entendu ? Demain, nous reviendrons. » Le lendemain, Nasreddin et son fils chevauchent tous de l'âne. « Mais ils vont la tuer, cette pauvre bête. »« As-tu entendu ? Demain, nous reviendrons. » Le lendemain,
Nasreddin et son fils portent l'âne. Ah, mais vous les avez vus? Qui est le plus bête des trois? As-tu entendu, mon fils? Oui, père. Quoi que tu fasses, ceux qui le veulent y trouveront toujours à redire. Alors ignore-les.